Une impression de vide dans tout le corps, d'ennui. La vie qui était totalement rose et gaie devient grise, sans intérêt, lente. Et toutes ces caractéristiques s'expliquent par le fonctionnement inverse de celui que l'on avait dans l'exaltation amoureuse, c'est-à-dire que toutes les voies du plaisir et de la motivation qui étaient surstimulées deviennent hypostimulées, moins fonctionnelles, ce qui entraîne cette sensation physique de vide et de souffrance qui peut aller jusqu'à l'envie de mort, et ce fonctionnement psychique obnubilé par l'objet absent et marqué par le désintérêt pour toute autre chose, puisque l'objet d'intérêt principal n'est plus là. Le manque isole, même au milieu de la foule. Une anthropologue américaine a étudié les effets de la rupture amoureuse sur notre comportement. Elle distingue deux phases dans les réactions face à cette épreuve. Vous savez, lorsqu'ils ont été rejetés, d'abord la plupart des gens frappent du pied, tournent en rond, se mettent en colère, ils téléphonent sans arrêt, ils supplient, ils essayent de séduire. Ils font tout pour reconquérir la personne. Et dans une perspective évolutionniste, c'est probablement adapté, car parfois, ils y parviennent. Mais si ce n'est pas le cas, dans un second temps, ils renoncent complètement. Je pense que c'est un mécanisme tout à fait adapté, parce que lorsque vous sombrez vraiment dans le désespoir, vous envoyez à votre entourage un signal d'appel à l'aide, et vous avez vraiment besoin d'aide. Les psychiatres ont découvert que les personnes légèrement déprimées, pas profondément, juste un peu déprimées, voient le monde plus clairement que les autres. Je crois que cette lucidité aide alors les gens à prendre la décision importante dont ils ont besoin pour reprendre goût à la vie et aller de l'avant. C'est comme la dépendance aux drogues dures. T'es comme en manque de ta dose, tu comprends? Dans le cerveau de Juliette, l'intense activité de la passion a disparu. Le vide qu'elle ressent correspond au paysage dévasté qu'est devenu son cerveau des émotions. La dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et du désir, ne circule plus entre les neurones. Le circuit de la récompense est en panne. Selon certains indices, quand on est amoureux, il se produit une restructuration du circuit de la récompense qui lie un certain stimulus sensuel à la libération de drogues internes comme la dopamine ou l'ocytocine qui vous procurent du bonheur. Donc, d'une certaine façon, votre cerveau se modifie et c'est sans doute la raison pour laquelle, après une rupture, il faut du temps pour surmonter cela. Votre cerveau doit à nouveau se structurer pour effacer cette connexion, pour défaire le lien entre la présence de la personne aimée et le sentiment de récompense. Et ça peut prendre du temps et être très douloureux. Si vous êtes heureux en amour avec quelqu'un, vous ne le tuez pas, vous ne vous suicidez pas, vous ne tombez pas en dépression, la vie est belle. C'est lorsque vous êtes rejeté que les problèmes commencent. Pour des raisons à la fois juridiques, médicales et pour notre bien-être individuel, j'ai pensé qu'il serait très important d'étudier cela. Alors nous avons placé 15 personnes qui avaient vécu une rupture amoureuse dans un scanner cérébral. Et nous avons observé de l'activité dans 4 zones du cerveau directement associées à l'addiction, au manque et aux émotions intenses de la passion amoureuse. La passion est une obsession, une merveilleuse obsession lorsque tout se passe bien, et une obsession atroce lorsque ça ne marche pas. Parce que les zones cérébrales associées au manque sont mises en route lorsque vous êtes rejeté. Ça peut être une expérience destructrice. Faut que tu décroches, ma cocotte. Mais je veux pas décrocher. On va la laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Juliette, désemparée, a fini par se confier à sa mère. Tu manges rien?
J'ai pas faim. J'ai une boule là. Ça fait 15 jours que ça dure. T'as l'air sinistre, ma chérie. Merci, maman. Je suis au courant. Cette sensation de boule dans la gorge ou de nœud à l'estomac n'est pas du tout illusoire. Elle est due à des muscles dits constricteurs, comme le boa qui étouffe ses proies. Ils entourent l'œsophage et se contractent sous l'effet du stress. Il est alors très difficile d'avaler quoi que ce soit. Et ton américain, tu l'as revu? Je veux pas t'influencer, mais Bastien, lui, il est prêt à tout accepter. Il t'aime. Il a toujours envie de t'épouser, tu sais. Dans le cerveau de Juliette, son néocortex s'active. Il analyse les paroles de sa mère, la proposition de Bastien et les émotions qu'elle fait naître. Il envisage l'avenir. Juliette a finalement accepté. Le mariage a lieu ce matin. Maman, qu'est-ce qu'elle a, Juliette? Elle se prépare. Non, c'est pas ça. Elle arrête pas de pleurer. Tu peux pas comprendre. Je peux pas comprendre parce que je me marierai jamais, hein? Tu peux pas comprendre surtout parce que tu sais pas que Juliette est amoureuse d'un autre homme que Bastien. Je vais finir par t'interdire de voir Juliette si tu continues de lui bourrer le crâne de tes inepties. Ah non, Brigitte, non, c'est pas des inepties, c'est scientifiquement démontré. Tes expériences à la noix, c'est du bidon. Maman, c'est quoi ces expériences-là? Soi-disant, on tombe amoureux de la personne la plus apte à se reproduire avec nous. Et lui? Il tombe amoureux tous les mois, pourtant il risque pas de se reproduire avec ses petits copains. Bah merci, maman, ça fait plaisir. L'attachement affectif ou le simple désir sexuel est parfois aussi fort, voire même plus, que le besoin ancestral de se reproduire. Oh, vous les scientifiques, vous avez toujours réponse à tout. Hein. Et moi, à mon âge, je ne vais plus me reproduire. Bah non. Pourquoi je tombais amoureuse de Bernard, hein? Bernard. Et parce que Brigitte, c'est très simple. Ce système cérébral de la passion peut être enclenché à tout âge. Voici mon hypothèse. Revenons à nos ancêtres dans leur savane africaine, il y a des millions d'années. Si une femme de 50, 60, voire 70 ans, et elle pouvait vivre aussi longtemps, tombait amoureuse d'un homme, elle était en meilleure forme, elle avait plus de tonus, plus d'optimisme. Elle pouvait donc mieux contribuer à la vie quotidienne du groupe. Et elle avait quelqu'un à ses côtés si elle tombait malade ou était mourante. L'amour passionné répond à beaucoup d'objectifs en dehors de la reproduction. Donc, un système cérébral constitué initialement pour la reproduction sert aussi d'autres buts. Mais c'est quoi cette histoire avec Bernard? Tu savais, toi? Ben non, je l'apprends. Maman, t'es amoureuse? Ben... Mais à son âge, quand même... Oui, bah enfin, elle est encore très bien pour son âge. Non mais vous savez ce qu'il vous dit, mon âge? L'expérience amoureuse est quelque chose de si fort et si puissant que d'abord on a envie de la renouveler. Et quand on parle des Don Juan, ou des grands séducteurs ou séductrices, c'est souvent des gens qui vont rechercher cette sensation extrême qu'on a connue et qui se sent... On disait qu'on se sent un peu vide quand on n'a plus cette sensation merveilleuse, mais pour certains, c'est tellement fort qu'ils ont envie d'y retourner, même si par ailleurs leur vie de couple pourrait se passer assez bien. Mais ils vont rechercher cette sensation. Le début de notre histoire familiale, nos premiers liens à notre père et à notre mère nous marquent profondément, mais nos histoires amoureuses nous marquent et font qu'on modifie ou on reprogramme un peu nos possibilités de relation à l'autre et qu'il peut y avoir une espèce de spirale vertueuse quand ça se passe bien, ou au contraire, lorsque l'on a subi un premier échec, une première souffrance, puis qu'on se met en position d'être inquiet et en danger, on est plus facilement abandonné, donc on revit une deuxième souffrance et on peut rentrer à ce moment-là dans une spirale de difficultés dans les relations. Bon allez, viens toi, je vais t'aider à enfiler ta robe. File. C'est qui ce John, là? Oh, John. Ouais. John. Hein? Je le connais? Salut. Ben, ouais, salut, ouais. Pour éviter à Juliette de commettre l'irréparable, Émilie et Selim décident de tout tenter auprès de John. John, vous partez? Ce soir. Bon, il faut que tu viennes avec nous. Juliette va se marier ce midi avec Bastien. Bastien. Oui, c'est midi, comme prévu.
Elle devait épouser Bastien, et puis elle t'a rencontré, et puis... Et tu veux que je vienne à son mariage? Tu peux pas la laisser faire ça, John. Juliette se marie par désespoir, parce qu'elle est persuadée que tu la détestes, ou pire, que tu la méprises. Hé, taxi! Et moi aussi, je suis désespéré. Je vois dans ses yeux, son sourire, je crois, elle-même. Mais bien sûr qu'elle t'aime. Bon, si on attend encore, on va être en retard. On y va, allez, let's go. Viens. Pardon. Super. Super. Brigitte. Allez, on y va. Émilie n'est pas là? J'avance avec mes parents. Viens, on y va. Celle-là, elle fait tout à l'envers, allons-y. Mais je peux pas me marier sans elle, c'est mon témoin. Vite, ils sont déjà rentrés. Amélie, je crois que je peux pas. Ah non, John, non. Il faut que tu lui laisses le choix, là. Il faut qu'elle te voie. Je t'en prie, John, viens. Juliette! 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 Ce choix de Juliette est celui de la passion. Elle suit son instinct, mais peut-être aussi sa raison après tout. Mais pour combien de temps? Tout le monde se demande combien de temps la passion peut durer. 3 études ont récemment indiqué une période de 1 à 3 ans et qu'ensuite, cela se transforme en une sorte de compagnonnage, un attachement profond. Je n'ai jamais cru à cela, et mes collègues non plus. Alors récemment, nous avons placé dans un scanner d'IRM fonctionnel 17 personnes qui nous avaient dit être toujours amoureuses, vraiment amoureuses, après 21 ans de mariage en moyenne. Et nous avons observé de l'activité dans les mêmes zones du cerveau, la zone tegmentale ventrale, que chez les personnes qui venaient juste de tomber follement amoureuses. Nous pouvons donc affirmer au monde que la passion amoureuse peut vraiment durer longtemps. Ce qui était très intéressant, c'était moins les similitudes avec les premiers stades de la passion que certaines différences. L'une d'elles était que chez les personnes mariées depuis longtemps, il y avait de l'activité dans des zones associées au calme et à la suppression de la douleur. Et nous avons trouvé moins d'activité dans les zones liées à l'obsession. Celle-ci semble remplacée par la sérénité. Ce qui arrivera ensuite à l'amour de Juliette et John, qui peut le dire? Les avancées de la science éclairent bien des secrets, mais elles sont encore loin de tuer le mystère, donc la magie de l'amour. Certains me demandent si je ne gâche pas la passion amoureuse en révélant comment ça fonctionne. Je réponds, vous pouvez connaître tous les ingrédients d'un gâteau au chocolat et le déguster et l'apprécier pleinement. Vous pouvez tout savoir sur la mécanique d'une Ferrari et pourtant éprouver du plaisir à la conduire. Vous pouvez connaître la moindre note de la 9e symphonie de Beethoven et pourtant vous laisser emporter par la musique. En savoir plus sur l'amour ne tue pas l'expérience. Et selon moi, ça l'embellit. Je raconte toujours cette histoire à mes étudiants. Tout le monde sait que la Lune n'est qu'un désert de pierre. Bon, c'est un désert. Mais lorsque vous regardez la Lune avec votre amoureux, vous l'aimez? Vous ne pensez pas que ce n'est qu'un désert de pierre, non? C'est la même chose pour l'amour. Savoir que l'amour est sous-tendu par des mécanismes biologiques ne diminue pas votre plaisir ou votre émerveillement lorsque vous aimez. De mon point de vue personnel, savoir que l'amour est le produit de mon cerveau ne diminue en rien mon émotion lorsque je regarde mon compagnon. Au contraire, je respecte encore plus ce sentiment. Chaque histoire est unique, chaque être est unique, chaque couple est fait de 2 personnes uniques et ne peut être comparé à aucune autre. Alors à la fois il y a du commun, mais en même temps et heureusement il reste du
totalement personnel. Et on aura beau aller de plus en plus loin dans les neurones, dans les circuits de neurones ou dans les explications psychologiques, on n'enlèvera jamais, et heureusement, parce qu'en plus l'émotion nous exalte, on n'enlèvera jamais la poésie, le mystère, le besoin magique que l'on a de l'autre, qui est celui qui peut nous procurer le plus grand des bonheurs. Putain, c'est un connard! C'est votre faute, bande d'abrutis! Let's open